Eh bien bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre. Nous sommes en direct sur Public Sénat, en direct du 95e congrès des maires de France, ici porte de Versailles à Paris. Un congrès qui s'achève, c'est la troisième et dernière journée. Un congrès qui a commencé, vous vous en souvenez, parce que vous étiez peut-être déjà sur l'antenne de Public Sénat par cette journée consacrée aux Outre-mer. Ensuite, la journée de mardi qui a été marquée, vous vous en souvenez également, par le discours du président de la République François Hollande. Et cet après-midi, l'après-midi de clôture de ce congrès avec un discours très attendu. Vous pourrez le suivre d'ailleurs sur l'antenne de Public Sénat de Maryse Lebranchu, la ministre de la Réforme de l'État et de la décentralisation. Un discours attendu qui pourrait peut-être préciser, on verra, les grandes lignes de cette loi, de ce texte très attendu par les élus, par les maires en particulier, qui pourrait fonder l'acte 3 de la décentralisation. Mais nous n'en sommes pas là. Un congrès en tout cas qui rassemble énormément d'élus, beaucoup de maires, des milliers en ce moment, en plein travail dans la grande salle plénière derrière moi où l'on parle de budget, on parle de problèmes de finances locales en présence du ministre de l'économie, Pierre Moscovici, et j'ai la chance et le bonheur de recevoir une fois de plus sur ce plateau des élus qui viennent d'un peu partout à travers la France. Je vous présente Françoise Gatel, merci d'être avec nous madame. Vous êtes maire de Châteaugiron, une commune de 6000 habitants, n'est-ce pas? Quelque part en Ille-et-Vilaine. Vous présidez également l'association des maires d'Ille-et-Vilaine. En face de vous, Hervé Pelois. Bonjour monsieur le maire, vous êtes député maire de Saint-Avé, une commune importante dans le Morbihan, à proximité de Vannes, c'est bien ça. 10 000, 11 000 habitants environ. 11 000 habitants. Et une commune qui a doublé sa population en l'espace de 10 ans. De 20 ans. Oui. Mais c'est déjà une progression remarquable. Une belle progression. On a doublé le nombre de foyers. En face de vous, monsieur le maire, un autre élu, Olivier Becht, maire de Rixheim. Rixheim, c'est à proximité de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Et avec vous, on parlera entre autres des problèmes de sécurité dans les communes de France. Ange-Pierre Vivoni, le maire de Cisco, en Haute-Corse, nous rejoindra dans quelques instants. Il participe en ce moment même à un atelier de travail autour des commémorations de la guerre de 14-18, commémoration, à laquelle l'Association des maires de France sera évidemment extrêmement intimement associée. Mesdames, messieurs les élus, il y a des milliers de vos collègues ici, porte de Versailles à Paris. Vous-même, pourquoi êtes-vous là? Pourquoi participez-vous à ce congrès? Et qu'attendez-vous d'un congrès comme celui-ci? Madame le maire. Bonjour. Ce congrès, ce rendez-vous annuel est toujours extrêmement important parce qu'il permet à la fois aux élus de faire part de leurs préoccupations, de s'informer sur un certain nombre de sujets et aussi, je trouve qu'il a force de symbole parce qu'il montre la force de la démocratie locale avec tous ces milliers de maires qui sont là, qui sont souvent et la plupart du temps empreints d'une volonté de servir et qui arrivent, eux, parce qu'ils doivent être pragmatiques, à dépasser les clivages politiques parce qu'on a tous les mêmes questions avec des façons différentes d'y répondre. Il est remarquable toujours de constater que l'Association des maires de France arrive malgré tout à conserver un équilibre politique et finalement cette association est très rassembleuse. Alors je trouve qu'il est très important pour sa crédibilité et sa puissance auprès de nos partenaires que nous ayons cette neutralité qui fait encore une fois, et c'est vrai au niveau départemental dans nos territoires, que au-delà de nos opinions politiques, nous représentons les communes, le service public et que la force et le rassemblement nous permettent d'être plus puissants, plus unis et je pense plus crédibles. Hervé Pelois, vous avez suivi bien sûr les travaux de ce congrès pendant 3 jours. Vous avez eu les réponses aux questions que vous vous posez et qu'on va détailler au cours de cette émission? Les réponses, on a des embryons de réponses forcément, oui. Et on a forcément, avec le nouveau gouvernement, on a de nouvelles attentes, ce qui est tout à fait normal. Le pays était en attente, les élus étaient aussi en attente parce que il y avait une relation entre l'ancien gouvernement et les élus qui était parfois difficile. Il y a eu un petit peu de mépris par rapport au rôle des élus. On les a soupçonnés de dépenser trop, de ne pas être solidaires des difficultés du pays.
alors que finalement la solidarité, elle s'exprime surtout à la base, et c'est les élus qui sont la preuve de la solidarité du pays. Et heureusement qu'il y a les élus, qu'il y a les associations dans notre pays pour faire face aux difficultés du moment. Et c'est fort de tout ça que les élus sont heureux de se rassembler, échanger leurs expériences. Et moi, je suis maire depuis 23 ans, mais je suis un fidèle tous les ans du Congrès des maires, parce que c'est aussi un moyen entre nous, de se renforcer, quelles que soient nos opinions politiques. Quand François Hollande parle de pacte de confiance entre les élus et l'État, c'est des mots que vous entendez d'une bonne oreille, j'imagine. Oui, bien évidemment. Je pense qu'il faut que tout le monde se mette aujourd'hui au travail pour pouvoir affronter les difficultés que l'on a à affronter. Et ce ne sera pas... il ne faut pas que ce soit de la responsabilité uniquement de l'État, de la responsabilité uniquement des élus des communes ou des départements ou de la région. Je crois qu'il faut vraiment faire preuve de solidarité. Olivier Bèche, comment vous avez vécu ces journées de congrès des maires de France au cours de cette semaine ? Écoutez, je crois que c'est effectivement une excellente occasion d'abord pour écouter le discours des ministres qui nous expliquent quand même à quelle sauce on va être mangé pour les prochaines années. C'est vrai que les élus aujourd'hui sont dans l'attente de messages du gouvernement, de signaux pour savoir quelles sont les conditions financières dans lesquelles les collectivités territoriales pourront continuer d'exercer le mandat qui leur a été confié. Et puis c'est aussi une bonne occasion pour rencontrer des collègues de tous les coins de la France, d'échanger des expériences et de se rendre compte qu'effectivement, comme le disaient les deux collègues présents sur ce plateau, eh bien, nous sommes tous confrontés plus ou moins à la même réalité. Sur le terrain, nous sommes tous des serviteurs du territoire, quelles que soient nos convictions politiques. Et je crois que c'est la force de l'Association des maires de France de savoir rassembler comme ça une fois par an tous ces élus pour pouvoir échanger leurs expériences. Vous êtes maire de Rixheim, à proximité de Mulhouse, en Alsace. Quelle est aujourd'hui la réalité d'une commune comme celle-ci, une commune périurbaine aujourd'hui ? Oui, une commune de 14 000 habitants qui a en fait plusieurs problématiques. Hein. On a les problématiques d'urbanisme, notre collègue en a parlé. Ça, je pense que tous les élus le partagent, ce problème. Ce sont des communes qui ont une croissance rapide de leur population et il faut suivre en matière d'infrastructures, hein, les crèches, les périscolaires, les cantines, les écoles, bien sûr, les logements sociaux, les logements sociaux évidemment, les infrastructures sportives également, enfin tout ce qui fait le bien-être de la population au quotidien. Alors, est-ce que vous avez les moyens dans votre commune de Rixheim d'accéder aux demandes de la population qui sont de plus en plus pressantes, de plus en plus importantes, de plus en plus nombreuses et qui coûtent très cher finalement ? Alors, on a les moyens que l'État nous donne et on a les moyens que l'on se donne, sachant qu'en dehors des dotations de l'État, la réalité est simple, on n'a pas d'autres ressources que celles qu'on va prendre dans la poche des citoyens à travers les impôts locaux. Vous les avez augmentés, les impôts locaux, récemment ? Alors, on ne les a pas augmentés, nous, depuis 2008. On est en stabilité fiscale depuis 2008. Oui. Bon, et ça ne peut se faire, ça ne s'est fait jusqu'à présent que par des efforts de rigueur de gestion, c'est-à-dire qu'on a diminué dans nos dépenses de fonctionnement tout ce qui ne nous paraissait pas indispensable au bonheur de nos concitoyens. Hein. Ça a permis effectivement de rétablir des marges d'autofinancement. Aujourd'hui, on est un peu à la limite de l'exercice et en plus, on est pris un peu en ciseaux aujourd'hui par la volonté de l'État, qui est celle de réduire les dotations. On est en train de perdre la dotation de solidarité urbaine. On voit le gel de la dotation globale de fonctionnement en euros, enfin en valeur, ce qui en fait est une diminution en euros constant et qui globalement crée une diminution des ressources pour les collectivités locales et ça va rendre l'exercice budgétaire 2013 extrêmement difficile. Alors j'accueille sur ce plateau avec grand plaisir Ange-Pierre Vivoni, maire de Cisco, c'est en Haute-Corse, n'est-ce pas monsieur le maire ? Tout à fait, et président de l'association des maires de la Haute-Corse. Alors j'ai envie de vous demander la question qu'on posait à vos collègues. Comment vous avez vécu ce congrès qui touche à sa fin? C'est la troisième et dernière journée. Écoutez, je l'ai très bien vécu, tout simplement parce que ça a été un congrès, je pense, très enrichissant, oui, avec la venue du président de la République et surtout qui nous a rassurés à nous autres les maires. Parce que quand nous sommes arrivés, ce n'était pas le cas. Il y avait beaucoup de points d'interrogation. Je pense que... Il vous a rassuré dans quel domaine? Sur quel plan? On parlait des finances à l'instant même. Des dotations financières qui sont en baisse, qui sont gelées.
qui sont gelés, bien évidemment, mais ce n'est pas ce gouvernement qui a gelé et on n'a fait que continuer ce qui était déjà en place. Et je pense que nous autres, aujourd'hui, si nous avons un langage de vérité, si le gouvernement a un langage de vérité, et nous autres, les élus de terrain, si nous avons un langage de vérité, je pense que nos administrés et nos concitoyens le comprendront parfaitement. Et ils le comprennent. Il faut les informer, ces citoyens, madame, il faut les informer de, par exemple, des rigueurs budgétaires en cours, des problèmes que la commune peut rencontrer, les informer sur d'éventuelles hausses d'impôts, par exemple. Alors, leur expliquer. Alors je pense qu'effectivement, on ne peut pas faire l'économie d'informer, mais je connais aussi beaucoup d'élus qui ont toujours été extrêmement rigoureux et qui ont expliqué à leurs concitoyens qu'il y avait des choix à faire et qu'on ne pouvait pas tout avoir. Tout est financé par l'impôt. Moi, je dirais quand même qu'il y a une vraie préoccupation de la part des élus locaux. C'est que quand on parle de gel de dotation, on va aussi avoir dans les 2 années qui viennent une baisse extrêmement importante des dotations de l'État, puisqu'on nous annonce une baisse d'ici 2015 de 2,250 millions d'euros, ce qui est énorme, et que parallèlement à ça, il faut qu'on soit vigilant à 2 choses, et le président de la République l'a dit, mais il faut que les choses soient extrêmement concrètes, c'est qu'on puisse arrêter, on va dire, la divagation coûteuse des normes, et qu'il est extrêmement important que non seulement on arrête de normer ce qui nous coûte un argent extraordinaire avant même qu'on ait fait des choix, donc il faut diminuer le nombre de normes, et il y a aujourd'hui une vraie question des élus sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. En soi, c'est une très bonne chose, mais que ceci va induire des nouvelles dépenses et des dépenses supplémentaires pour les collectivités, et qu'il faut qu'on soit raisonnables les uns et les autres dans le pacte de confiance. Alors, Madame Gatel, on va parler des normes, parce qu'on en a beaucoup parlé au cours de ce congrès. Il y a eu des annonces de fait, il y a eu des demandes de fait, en particulier de la part de l'Association des maires de France. Il y a aujourd'hui un texte au Sénat qui va être examiné pour toiletter, pour faire un peu le ménage dans ces 400 000 normes. Dans une ville comme la vôtre, est-ce que vous avez réussi à chiffrer le coût que vous imposent ces normes auxquelles vous êtes soumises aujourd'hui? Alors, je n'ai pas un chiffre global, parce qu'il y a les normes qui nous sont imposées par, on va dire, des décisions européennes ou nationales, mais il y a aussi elles des viennent normes, de partout, les normes. Hein. Voilà, qui nous sont imposées, par exemple, par des fédérations sportives, ce qui n'est pas sans nous poser de questions. Et je vais prendre un exemple très simple et très concret. Ce sont les normes de sécurité pour des jeux pour enfants dans des espaces de jeux. Quand vous achetez un jeu pour enfants, qui est un équipement extrêmement important pour que les familles se rencontrent autour d'un jeu collectif, si le jeu vous coûte entre 5 et 10 000 euros, le sol que vous devez mettre pour assurer la sécurité va vous coûter aussi cher. Oui. Donc que font les maires ? La plupart disent on n'a pas les moyens d'acheter et le jeu et le sol sécuritaire, donc on va diminuer le nombre de jeux. Donc on arrive dans des normes outrancières, mais je crois que là, non seulement il y a un problème de coût de normes, mais il y a un message à faire passer auprès de chacun de nos concitoyens en disant que s'il y a des normes, c'est parce qu'aussi chacun de nous est très exigeant en matière de responsabilité et de zéro risque, c'est impossible. Il faut donc qu'on soit raisonnable et que chacun soit prudent, fasse très attention, mais qu'on arrête l'exigence de sécurité et de prudence qui va conduire à l'inaction. Mais si on a vraiment l'impression que ces problèmes de normes, eh bien, ça pourrit la vie des élus, dans bien des cas. Oui, ça retarde énormément les dossiers et c'est vrai qu'on a beaucoup trop de normes en France. Il y a quand même des choses qui sont nécessaires. Enfin, quand on parle de sécurité, bien sûr. On parle du gouvernement précédent, mais lorsque l'on engage le pays pour respecter mieux le monde du handicap, bon, c'est évident que pour les collectivités, c'est un effort important qui est à mettre en place. Mais on peut dire aussi qu'en tant que citoyen, c'est tout à fait normal qu'on fasse cet effort. Donc c'est toujours très difficile. En ce qui nous concerne, on n'a bien sûr pas chiffré le coût des normes. Hein. Je crois qu'on a autre chose à faire dans une collectivité que de le chiffrer. En tout cas, on sait que c'est enquiquinant en tant qu'élu, parce que l'exemple que citait Madame Gatel est tout à fait exact. Moi, je vais en Espagne, en Allemagne, je vois que les jeux d'enfants sont beaucoup moins rigoureux que ce que l'on a chez nous, et pourtant les normes sont les mêmes. Donc, dans l'application des normes, je pense que quelque part, on pourrait quand même mettre la pédale douce. En tout cas, c'est ce qui est en train de se profiler à travers les textes en discussion. Même constat dans la Haute-Corse, monsieur le maire. Tout à fait, mais moi j'irai encore plus loin. Vous avez le problème de l'amiante.
tout le monde. Sur mon canton, parce que je suis conseiller général aussi, j'ai une usine d'amiante. J'avais une usine qui a été exploitée jusqu'en 1965, qui employait quand même 350 employés à l'époque. Aujourd'hui, sur cette commune, une commune voisine qui est Canaries, qui est la seule usine, je dirais, à ciel ouvert en France, il y a quelque chose d'impensable. Quand vous avez Vivendi qui est en train de travailler, l'entreprise, bien évidemment, Jusqu'à-Terre, qui travaille pour l'État, c'est-à-dire aujourd'hui la réhabilitation est faite par l'État. Et je peux vous dire, c'est quelque chose d'effarant. On interdit les automobilistes de traverser cette commune, sur la RD 80, c'est quelque chose d'impensable. Mais nous autres, nous avons toujours vécu avec l'amiante. Mais maintenant, il faut quand même arrêter. Il y a certaines choses, en tous les cas, tous les médecins s'accordent à dire qu'on n'en sait rien de ce qui peut se passer. On parle de 5000 fibres au litre, au centilitre. Et aujourd'hui, toutes les communes sont préservées de cela. Mais c'est une psychose que nous avons. Et ça coûte cher aux contribuables. Alors j'évoquais ce texte qui va être discuté au Sénat sur ce problème des normes. Il y en a un autre texte qui vous concerne également tout particulièrement. Un texte qui concerne le statut de l'élu. Ce statut de l'élu, c'est un serpent de mer, comme on dit. Ça fait des années qu'on en parle. Là, il semblerait aussi que les choses avancent, c'est-à-dire que, eh bien, un texte sera très certainement voté parce qu'il y a unanimité sur cette question pour, j'allais dire, renforcer et faciliter surtout la fonction d'élu. Est-ce que ce texte est nécessaire? Est-ce qu'un statut de l'élu aujourd'hui crédible est aujourd'hui indispensable, Madame le maire? Alors je pense que le statut de l'élu est nécessaire, ne serait-ce que pour assurer une diversité dans la représentation démocratique, parce qu'aujourd'hui, et moi j'ai été frappée lorsqu'il y a eu les assises au Sénat d'entendre des jeunes femmes expliquer qu'elles étaient par exemple, famille, on s'en souvient, oui, et qu'elles étaient commerciales et que c'était strictement impossible de pouvoir continuer à travailler dans son entreprise et d'être élu parce que l'employeur, même s'il est de bonne volonté, il peut pas accepter à un moment que les gens soient là ou pas là. Donc si on veut permettre à des ouvriers, à des femmes, à des techniciens, à des gens du privé d'être aussi un peu plus présents, je pense qu'il faut permettre des allers-retours vers l'emploi, c'est extrêmement important. Et puis se posent des questions quand je dis de sécurité financière. Alors quand on parle de ça, on est toujours très mal à l'aise, qu'on a l'impression que les élus cumulent des mandats pour faire de l'argent. Je pense que voilà, le monde des maires est extrêmement différent de ce monde-là et qu'il faut simplement que des hommes et des femmes qui ont une famille à charge, qui ont 30 ans ou 40 ans, puissent être assurés d'avoir un revenu qui leur permettra de vivre et qui leur permettra d'être au service de leur collectivité. Je vais prendre un exemple, je suis désolée, c'est mon exemple. Moi, quand j'ai été élu maire, voilà, moi je suis salarié, enfin j'ai un statut privé, eh bien j'ai travaillé à mi-temps. Et ça veut dire que quand je devais prendre des disponibilités pour ma fonction d'élu, ben, je n'étais pas payée. J'avais du temps, mais ce temps-là était déduit de ma fiche de paye et que quand je vais arriver à la retraite, eh bien, j'aurais eu 10 années où j'aurais travaillé à mi-temps. C'est un choix, moi je le revendique et je l'assume complètement. Mais il n'empêche que c'est un choix qui est difficile et qui limite la diversité. Et l'annonce faite par le président de la République, je crois, ne peut que tous nous réjouir sur un sujet qui fait l'unanimité. Olivier Becht, vous êtes un jeune élu, un jeune maire. Vous êtes élu depuis combien de temps maintenant? Depuis 2008. Comment vous arrivez à concilier votre vie de famille, votre vie professionnelle et vos fonctions? Je ne dis pas votre métier de maire. Oui, c'est parfois un jeu assez acrobatique. Oui. C'est vrai, moi je me suis mis en détachement de mes fonctions de magistrat, mais c'est le privilège de la fonction publique que n'a pas le privé qui est également de pouvoir reconstituer et récupérer sa carrière au jour où on arrête ses fonctions. Et je crois qu'aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est de pouvoir mettre le privé et le public sur un pied d'égalité pour que chacun puisse exercer ses fonctions électives, le mandat qui est confié par les citoyens dans des conditions justes et équilibrées. Hervé Pelois, c'est un texte arrive à l'Assemblée sur ce thème, vous le votez bien sûr. Oui, bien évidemment. Moi-même, j'étais cadre du privé. Donc dans le privé, oui. Et donc il a fallu aussi travailler à mi-temps comme madame. Et c'est vrai que lorsque l'on est élu maire,
on se prive de la possibilité d'évoluer dans sa carrière professionnelle. Mais bon, on le fait de bon cœur. Mais il faut aussi qu'il y ait un minimum à vivre. Et moi, je considère qu'il faut vraiment qu'il y ait un statut pour l'élu. Ange-Pierre Vivoni, même son de cloche, même sentiment, bien sûr. Tout à fait. Et il faut savoir surtout que les maires des petites communes sont souvent, je dirais, le secrétaire de sa mairie, il est le cantonnier, il est tout. Alors bien évidemment, il ne pourra plus travailler, je dirais, sur son emploi, et automatiquement, il est maire à temps plein, il faut quand même le dire. Et je pense surtout à nos collègues des petites communes de la France profonde et de la Corse de l'intérieur. C'est pour cela qu'il faut se battre. Alors, je vous le disais en ouverture de cette émission, cet après-midi, on attend le discours de Maryse Lebranchu, la ministre de la Réforme de l'État et de la décentralisation, avec peut-être de nouvelles annonces, de nouvelles précisions autour d'un futur projet de loi sur la décentralisation, ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation. On en a beaucoup parlé ici même pendant le congrès, mais finalement on a l'impression qu'on a peu de précisions sur le texte qui va arriver en principe au début de l'année au Parlement. Monsieur le maire, est-ce que vous en attendez beaucoup finalement de ce texte qui devrait définir, repréciser les compétences des différents échelons territoriaux aujourd'hui ? Oui, on est en attente parce que je pense que les deux premiers textes ont apporté une plus-value incontestable au pays et ont responsabilisé davantage les élus. Et il faut, on a ressenti ces derniers temps qu'on recentralisait le pays plus qu'on ne décentralisait. Et moi, je suis pour une décentralisation qui aille beaucoup plus loin. Et je pense qu'il faut... J'espère qu'on aura un gouvernement audacieux en la matière et qu'on ira au-delà de peut-être de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Alors est-ce qu'on peut parler d'un texte audacieux dès lors qu'aucun des niveaux administratifs, des niveaux territoriaux n'a été véritablement supprimé, loin de là? Oui, mais c'est pas forcément le problème de fond. Je crois qu'entre les communes, les communautés de communes et les départements, il y a l'aspect proximité qui joue. Par rapport à la région et l'État, on attend autre chose. Le problème du département allié à la région n'était pas sans doute une très bonne chose. Et donc, vous évoquez le conseiller territorial qui vient d'être détricoté tout récemment à l'Assemblée. Oui, parce que s'il fallait un suppléant au conseiller territorial pour faire le travail du conseiller territorial, on avait encore 2 personnes, donc ça ne semblait pas aller tellement dans la bonne direction. Enfin, moi, pour avoir été à la fois conseiller général et conseiller régional, je peux vous dire que c'est pas du tout les mêmes attendus et donc je pense que il y avait autre chose à faire et il faut vraiment que l'on s'attaque au rôle respectif de chacune de ces entités, qui s'occupe de l'enseignement, qui s'occupe de la formation, qui s'occupe de l'activité économique. C'est-à-dire définir des chefs de file précis. Hein. Olivier Bèche, sur cette question, vous en attendez beaucoup de ce texte dont finalement on ne connaît pas grand-chose. Je veux dire, moi ce que j'attends prioritairement, c'est la réforme de la fiscalité locale. Parce que ça ne sert à rien de parler de nouveaux transferts de compétences si on ne parle pas du moyen de financer ces compétences. On a réformé la taxe professionnelle, on sait que ça n'a pas été une réussite exceptionnelle pour les collectivités. D'ailleurs aujourd'hui, les entreprises, les collectivités cherchent à récupérer à travers la CFE une partie de ce qu'elles ont perdu, donc les entreprises ne sont pas gagnantes non plus. On a aujourd'hui un vrai problème sur la taxe d'habitation et sur la taxe foncière, dont on sait que les bases sont complètement déconnectées des capacités contributives réelles. Ça fait des années qu'on le dit aussi. Hein. Ça fait depuis 1970 qu'on le dit, parce qu'elles n'ont plus été réévaluées, si ce n'est forfaitairement, depuis 1970. Donc je crois que le grand chantier, il est là, et pour l'instant, je n'ai pas vraiment entendu le gouvernement se prononcer sur cette question. Madame Gatel, la décentralisation, ça vous inspire quoi, vous, vu de la fenêtre de votre mairie? Je pense que aujourd'hui, les esprits ont un peu évolué et je pense que la décentralisation va devenir une réalité. Ceci dit, moi, je crois pas au grand soir dans n'importe quel domaine. Donc, et en plus, je suis pas sûre que ce soit productif le grand soir. Donc, faire la révolution absolue dans personne ne parle de révolution en la matière. Dans l'organisation territoriale pour dire on a fait un grand exercice. Bon, voilà. Moi, je pense qu'on n'est plus là. Et que effectivement, je pense que si on sort de cette réforme ou de ce projet de loi avec le maintien de tous les maillons, on va dire c'était bien la peine de passer autant de temps à discuter pour rien bouger. Mais je crois que la question c'est pas forcément celle des niveaux.
niveau et de la compétence générale, parce qu'on ne va pas s'en sortir, chacun semble en tenir à son avenir. Moi, je crois, qu'il faut que l'État se positionne sur ses fonctions régaliennes en disant, voilà, ça c'est mon job, ça je le fais. Qu'ensuite on dise la région a un rôle stratégique, notamment en matière de développement économique, de développement de tout un territoire pour garantir l'équité. Qu'ensuite, moi je crois beaucoup à ce qui a été conforté, quels que soient les gouvernements, sur l'existence du bloc local ou plus positivement du couple commune-intercommunalité, parce qu'on n'arrête pas de dire à juste titre que l'argent va devenir rare et qu'il va falloir qu'on parle de frugalité budgétaire et qu'il faut donc qu'on mutualise entre la commune et l'intercommunalité, mais que le département est un espace de proximité, un espace social extrêmement intéressant, sauf que, moi là où j'ai un regret, c'est qu'aujourd'hui comme hier, personne ne parle de l'organisation du département. Et que je pense que si le département est dans des territoires peut-être plus ruraux, un espace pertinent, ce qui pose question aujourd'hui, c'est son organisation. C'est-à-dire que je pense que les cantons, tels qu'ils sont organisés aujourd'hui ou découpés, ne correspondent plus à la réalité, mais qu'il faudrait mailler le département sur l'intercommunalité pour que tout ça soit efficace et que ce soit comme un Lego qui fonctionne bien. Sur ce redécoupage des cantons, alors ça c'est un sujet extrêmement sensible parce que ça a des répercussions évidemment au niveau électoral. Monsieur le maire. Ben moi je vais vous dire, la Corse n'est pas la 23e région française. Tout simplement parce que nous avons une assemblée territoriale. Ça ne fonctionne pas comme en France continentale. Nous avons une assemblée avec un mini-gouvernement, avec un président de l'exécutif qui est en quelque sorte le Premier ministre de la Corse. Cette décentralisation, cette troisième décentralisation nous concerne, je dirais, mais d'un peu plus loin, puisque ce sera l'Assemblée de Corse qui décidera, qui fera des propositions à l'Assemblée nationale et le gouvernement en décidera avec le président de la République, puisque nous aurons notre libre choix. Il est évident qu'en 2003, à l'époque, M. Sarkozy était ministre de l'Intérieur, un référendum qui a été perdu par, je dirais, les Girondins. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses en Corse ont évolué. Pas toujours, je dirais, dans le droit chemin, mais ça c'est autre chose. Si vous voulez, on en parlera aussi. On en parlera tout à l'heure, oui. Tout à l'heure, j'ai un avion à prendre et je m'en excuse. Mais de ce côté-là, nous attendons quand même beaucoup, parce que la Corse a besoin de la solidarité de la France. Mais nous avons nos problèmes spécifiques. Et je dirais même les continentaux qui vivent là-bas, vous pourrez vous le décrire aussi bien que moi. Parce que nous avons l'insularité. Comme l'insularité, nous ne sommes pas des dom-tom, nous ne sommes pas des départements d'outre-mer, nous sommes un département qui est dans la Méditerranée, enfin 2 départements aujourd'hui, qui sont dans la Méditerranée, mais nous sommes quand même loin du continent. Et ces problèmes-là, on souhaite quand même qu'en France, on les comprenne. Et pas toujours, ils ne sont compris. On va reparler des échelons, j'allais dire territoriaux. On a parlé des régions, des départements. L'intercommunalité, c'est un mot qui revient évidemment souvent ici dans la bouche des élus. Est-ce que vous avez le sentiment que le développement, la montée en puissance des intercommunalités risque de faire perdre, j'allais dire, ce qui fait l'essentiel d'une commune, monsieur le maire ? On l'a entendu ça, on l'a entendu. Oui, bien sûr, on a toujours peur de perdre des prérogatives que l'on avait auparavant, mais je crois que le travail collectif est indispensable si on veut faire des économies dans notre pays. Donc on a de la cohérence à apporter. Et on n'est pas encore allé suffisamment loin. Les lois de décentralisation permettaient par exemple que les communes puissent travailler ensemble sur les problèmes d'assainissement, d'eau. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on a des syndicats en parallèle, qu'on a qui ne regroupent pas exactement les mêmes entités que les communautés de communes ou communautés d'agglomération. Enfin, on a encore beaucoup de ménage à faire pour mettre un peu plus de clarté et un peu plus d'efficacité dans l'organisation de nos communautés d'agglomération.
d'agglomération. Bon, communautés qui sont quand même en devenir. Enfin, je pense que les choses ne peuvent pas se faire non plus du jour au lendemain. Il faut déjà qu'il y ait une acceptation des communes à le faire. Bon, en Bretagne, il y a longtemps que les Bretons ont été de fervents partisans des communautés de communes et des communautés d'agglomération. Donc, on a une certaine expérience de ce travail en commun. Mais il faut bien sûr poursuivre et il y a encore beaucoup de travail à faire en la matière. Olivier Elbèche, est-ce que vous avez l'impression que le développement de l'intercommunalité peut engendrer des économies financières? Ce n'est pas toujours le cas, en tout cas si on lit certains rapports. Alors, on dit souvent effectivement que lorsqu'on fait des fusions d'intercommunalités, on arrive à des économies d'échelle. C'est vrai sur le moyen terme. Et c'est vrai sur le papier, voilà, c'est vrai aussi dans la réalité, mais c'est vrai sur le moyen terme. Pourquoi? Parce que dans l'immédiat, lorsque vous fusionnez des collectivités, vous reprenez évidemment les mêmes compétences, mais vous reprenez également les services. Hein. On est la fonction publique, on ne peut pas dire voilà, on se sépare du jour au lendemain de la moitié des agents parce qu'on n'en a plus besoin. Donc ce sont des économies qui sont faites sur le moyen terme, en lissant effectivement dans le temps l'organisation des services. Je voudrais juste spécifier, puisque on parlait tout à l'heure de la Corse. Alors l'Alsace évidemment n'est pas la Corse, mais en Alsace nous avons sur l'organisation des échelons territoriaux un projet qui est celui de la fusion de la région et des 2 départements, et les Alsaciens seront consultés par référendum le 7 avril prochain. Et là on a effectivement une source à court moyen terme d'économie, mais aussi de meilleure organisation territoriale au service des citoyens. Madame Gatel, sur l'intercommunalité, est-ce qu'elle est source d'économie aujourd'hui chez vous, par exemple, dans un département comme l'Ille-et-Vilaine? Alors, honnêtement, quand on dit source d'économie, comme ça, moi je ne saurais pas répondre à votre question par oui ou par non. Je dis, que fait-on de mieux avec l'intercommunalité? Est-ce que l'intercommunalité apporte plus de services ou pas? Je prends un exemple qui va à l'encontre de ce que l'on dit souvent, où on dit régulièrement que l'intercommunalité s'est développée et que les dépenses des collectivités de base n'ont pas diminué. Mais on voit aujourd'hui dans beaucoup d'intercommunalités l'apparition de nouveaux services, notamment sur la petite enfance, des modes de garde collectifs qui répondent à des besoins dans des territoires périurbains où il y a beaucoup de femmes qui travaillent, de familles monoparentales, pour lesquels il faut des services, et ce sont des services qui se sont développés à l'échelle de l'intercommunalité. Donc on a apporté plus de services aux habitants et ça a coûté moins cher que si chaque commune y était allée de sa propre initiative. Donc moi je pense que la responsabilité des élus, c'est alors c'est pas un discours politiquement correct de dire ça, mais c'est le rapport qualité-prix. C'est-à-dire quelle est la qualité et les services qu'on veut apporter à nos concitoyens et comment on peut, je veux dire, payer le juste prix, et que souvent, en se mettant ensemble et à plusieurs, on fait les choses mieux, à condition, et c'est toute la question de l'intercommunalité, c'est d'avoir un projet. Et qu'aujourd'hui, la réticence des élus, ça a été de se dire, on a raisonné en termes de périmètre, toutes les communes doivent aller dans une interco, alors vous choisissez vite votre voisin, c'est un peu comme au Monopoly, hein. Quel est celui qui va me donner le plus d'argent, je vais ci, je vais là, alors qu'en fait au départ c'est un projet. L'intercommunalité est extrêmement utile, je crois qu'elle ne peut que se développer aujourd'hui dans notre pays, mais elle doit être basée sur un projet. Pourquoi on est les uns avec les autres et pourquoi faire? Et c'est comme ça qu'on pourra aussi répondre à nos concitoyens sur la légitimité et l'utilité de l'intercommunalité. Mais qu'en même temps, le collègue avait raison. Et son exemple illustre ce principe qui aujourd'hui, je crois, est bien entendu par les législateurs et par le gouvernement. C'est qu'il n'y a pas de périmètre ou de territoire pertinent qui serait le même du Pas-de-Calais à la Corse, à l'extrême ouest où nous sommes et à l'est. Cette espèce de quête-là, de Graal... Vous avez l'impression qu'on a un peu fait l'intercommunalité au chausse-pied ces derniers temps? Moi, je pense qu'on nous a expliqué que, alors, il fallait être très très grand pour tout faire, parce qu'on allait faire beaucoup mieux si on était très très grand. Moi, je dis quand on est très très grand, il y a des choses qu'on fait très bien, par contre, il y a des choses qu'on fait pas bien. C'est un peu comme dans le milieu économique, il y a des multinationales qui font des choses fabuleuses, puis il y a des artisans, des PME qui font des choses formidables. Et les uns pourront pas faire les choses que les autres font. Et qu'en même temps, je pense que dans un territoire de montagne,
une intercommunalité, elle ne peut pas s'affranchir de la notion de vallée, par exemple, s'il y a des questions de mobilité, de déplacement, et qu'il faut qu'on permette, et la loi va, j'espère, le permettre, que les élus puissent définir le modèle qui convient à leur territoire de façon responsable. Il n'empêche, Olivier Becht, Arixheim, vous êtes certainement en intercommunalité également. C'est une réussite finalement chez vous. Oui, on a bâti un peu au forceps dès fin 2009, début 2010, une grande agglomération par la fusion d'une communauté d'agglomération et de 3 communautés. C'est le préfet qui était à la manœuvre Non, c'était les élus. C'était les élus. Alors on était dans une problématique de financement du transport et puis on était aussi dans une problématique économique où il fallait assurer la mutation d'un territoire, la fin d'un cycle que connaissent d'ailleurs beaucoup de territoires, avec des grandes industries qui pendant longtemps ont assuré la prospérité du territoire. Puis du jour au lendemain, les industries déclinent en termes de volume d'emploi et il s'agit de trouver une nouvelle dynamique. Et là, l'intercommunalité a été une bonne réponse pour amorcer cette nouvelle stratégie territoriale de développement. Alors, notre ami Ange-Pierre Vivoni va être obligé de nous quitter dans quelques instants, dans quelques minutes, et on va passer vraiment à un tout autre sujet. Vous étiez, il y a quelques minutes encore dans un atelier de travail ici à l'AMF concernant les commémorations à venir de la guerre de 14-18. L'AMF va s'impliquer très puissamment dans ces commémorations. Comment vous-même, dans votre ville, vous allez appréhender ces commémorations qui vont démarrer dans quelques mois maintenant? Mais je vais vous dire une chose, la Corse est toujours, je dirais, impliquée dans cette guerre de 14-18. Malheureusement, nos monuments morts des plus petites communes, aujourd'hui, vous avez des dizaines et des dizaines de morts. 10% de la population active de l'époque est morte malheureusement à Verdun. Dans votre commune ou en Corse en général? En Corse en général, c'est ça, c'est de partout. Je disais, j'avais un collègue, mon collègue maire d'Isolach, 800 habitants en 1914, 73 personnes gravées sur le monument aux morts. Tout cela pourquoi puisque l'occasion m'en est donnée, je vais vous le dire. En France continentale, 2 personnes pouvaient monter, je dirais, de la même famille, c'est-à-dire 2 frères pouvaient être en première ligne. En Corse, c'était 5. Le monument aux morts de la ville de Bastia, qui est extraordinaire, elle représente une maman, una mamma, comme on dit, maman, corse, qui a perdu 4 de ses enfants et en 1918 a donné son 5e fils à la patrie. Alors je peux vous dire une chose, c'est qu'en Corse, dans le plus petit village, sur la plus petite commune retirée, il n'y a plus personne. Mais le 11 novembre, il y a tous les habitants de cette commune, même s'ils sont que 5, qui se rendent au monument mort. C'est toujours très vivace chez nous. On me parle des enfants, mais les enfants, pas plus tard que le 11 novembre, sur ma commune, qui est une grosse commune, je dirais entre guillemets, de Corse, tout est à l'échelle, bien évidemment, c'est toujours les enfants qui remettent, des adolescents de 10 à 15 ans qui remettent, je dirais, la gerbe au monument aux morts, en présence du préfet ou du sous-préfet. C'est toujours comme ça chez nous. Tout le monde est présent au monument aux morts, parce que la Corse a donné, et moi je me rappelle, parce que je suis déjà un vieil élu et surtout un ancien, d'avoir connu les poilus. Les poilus ne parlaient que de la guerre de 14-18, et plus tard, j'ai compris, quand je suis devenu adulte, que c'était leur ventant. Ils ne savaient même pas parler français. Et nous autres, quand on nous parle de patrie, quand on nous parle de sol, nous avons toujours les frissons. Parce que la Corse, quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, la Corse est française jusqu'au bout de l'âme. Différemment peut-être que les continentaux. Mais nous sommes des Français à part entière, et avec nos spécificités, et nous les revendiquons, comme notre langue et tant d'autres choses. Merci beaucoup. Je voudrais quand même, avant de prendre mon avion, parler aussi des élus de Corse, parce que nous sommes souvent décriés. C'est-à-dire, on nous considère, je dirais, comme des politico-mafieux par les médias et par beaucoup de gens, malheureusement. La Corse, ce n'est pas ça. 98% des élus et 100%, je dirais, pratiquement de la population, nous vivons des heures très difficiles, des jours très difficiles. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit, parce que les élus ne sont pas des mafieux. Les élus, la plus grande part, la majorité des élus, c'est des gens qui se lèvent le matin pour aller à leur travail et payer leurs impôts comme tout le monde. Quand on parle d'Omerta, la Corse, 300 000 habitants, 9 000 km². Tout le monde se connaît. Alors, tout le monde sait tout, mais c'est tout. On sait tout, mais on ne sait absolument rien.
c'est des choses qui nous dépassent. Mais quand Manuel Valls, par exemple, demande aux Corses de commencer à parler, il a raison ou il a tort? Alors, je vais me prononcer là-dessus. Manuel Valls a été incompris en Corse par la population. Parce que nous, ce que nous avons besoin, ce n'est pas de la police, ce n'est pas de la gendarmerie. Nous avons besoin de paix, c'est-à-dire on a besoin qu'on nous comprenne d'abord. Parce que vous ne pouvez pas mettre un gendarme derrière chaque Corse, ce n'est pas possible. Il faut travailler autrement. Il y a des gouvernements qui ont travaillé quand même, comme des gouvernements comme Jospin. Ils savent comment faire et surtout ce qu'il faut faire en Corse. Moi, je leur demande pour que les Corses soient tranquilles, il faut qu'ils y travaillent, mais je dirais en nous aimant, pas en nous écartant. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Ne ratez pas votre avion. Merci en tout cas de votre témoignage. Monsieur le maire, on parlait des commémorations de 14-18, là, avec un témoignage très intéressant de votre collègue corse. Ce sont des commémorations auxquelles vous vous préparez vous-même. La Bretagne aussi a beaucoup donné dans cette guerre. Bien évidemment, et on essaye d'associer au mieux nos populations et notamment notre conseil municipal d'enfants et nos écoles à ces événements qui ont marqué quand même tellement notre pays, même si aujourd'hui, encore moi, on arrive à avoir connu des gens qui ont fait la guerre 14-18. Moi, je me souviens au début que j'étais maire d'un monsieur de 105 ans qui me parlait de la guerre 14. C'était c'est quelque chose qui est resté, qui est extraordinaire par rapport aux propos qu'il tenait. Mais c'est vrai qu'il faut se souvenir de tous les massacres, hein, quels qu'ils soient, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui, on assiste aussi à des massacres qui ne sont pas dignes de notre monde actuel. Madame Gatel, un maire, c'est aussi un transmetteur de mémoire aujourd'hui? Oui, alors tout à fait, en écoutant mon collègue et en vous écoutant, je pensais à cette fonction que nous avons de passeur de mémoire. C'est-à-dire nous sommes là à un moment pour témoigner et transmettre, et qu'il y a beaucoup de questions au niveau de la population parfois et des écoles sur cette notion de commémoration. Certains disant mais quelle est l'utilité de commémorer des événements qui étaient des événements tellement dramatique qu'aujourd'hui, pour un enfant de 10 ans, la réalité de la guerre 14-18, c'est quelque chose qui est complètement virtuel. Par contre, je crois que le devoir des élus locaux que nous sommes, c'est de passer cette mémoire pour rappeler que ces conflits qui sont arrivés, comme ils arrivaient à l'époque, avec la forme qu'avaient les guerres et les conflits à l'époque, sont aujourd'hui toujours présents aux potentialités, et qu'il peut y avoir, à cause de radicalisme, d'extrémisme, de situations économiques extrêmement difficiles, il peut y avoir des conflits qui germent, qui auront une autre forme, et qu'il faut rappeler à chacun, et notamment aux générations qui montent, que... Et vous êtes attentive à ça, Madame le maire? Enfin, comme tous mes collègues, nous sommes extrêmement attentifs, et chaque année, nous avons, avec les enfants des écoles, les conseils municipaux de jeunes, nous avons des démarches de participation extrêmement actives. Et par exemple, le 11 novembre, quand nous faisons l'appel des morts, c'est souvent un enfant qui lit le nom. Et quand ce n'est pas un enfant, à chaque fois que quelqu'un appelle quelqu'un qui est un soldat, qui est mort au champ d'honneur, c'est un enfant qui vient déposer une rose, ou c'est un enfant qui lit une lettre de poilu, parce que ce qu'il faut, c'est donner de la réalité charnelle à cette commémoration, et c'est toute notre difficulté. Alors je suis toujours assez impressionné lorsque je reçois des élus locaux, en tout cas une fois par an ici au Congrès des maires de France. On parle de 14-18, on parle de commémoration, on a parlé de finances locales, on parle d'intercommunalité, de décentralisation, enfin bref, les sujets sont extraordinairement vastes d'intérêt pour les élus locaux. C'est fait partie des choses qui vous donnent cette ardeur de continuer dans cette voie d'élu local, de maire, monsieur le maire? Oui, je crois que c'est ce qui fait aussi... Vous qui étiez magistrat avant de devenir élu. Mais c'est ce qui fait la passion, je dirais, de la fonction. C'est qu'on est vraiment au contact de la réalité. On est là pour résoudre des cas concrets, pour améliorer la vie de nos concitoyens au quotidien. Alors évidemment, ce sont parfois des tout petits problèmes, hein. On a des problèmes de voirie, on a des problèmes de voisinage, etc. Des problèmes très concrets. Mais ce sont des problèmes extrêmement concrets. Et c'est la satisfaction, en fait, à la fin de la journée, de savoir si on a bien fait le job ou pas. C'est de savoir si
si les problèmes sont réglés ou non. Voilà. Et là, on a une vraie évaluation de notre action. Même sentiment. Oui, on est souvent là pour remonter le moral des gens, le moral des troupes, parce qu'en fait, il faut aussi dédramatiser un certain nombre de problèmes tout en les écoutant. Et la qualité d'écoute des maires, elle est fondamentale. La qualité d'écoute des élus, elle est fondamentale. Donc, il faut que les élus soient attachés au terrain. Il nous reste 30 secondes. Oui. Vous êtes député maire. Le cumul, vous êtes pour ou contre? Non, je suis contre le cumul et je laisserai, hélas, mon activité de maire en 2014. Même question, Madame le maire, ça sera le mot de la fin. Ben moi je pense que les élus, et ça c'est un signe d'optimisme pour nous tous, c'est que nous sommes convaincus que chacun de nous peut agir au plus près pour rendre la vie de chacun de nos concitoyens, la vie quotidienne meilleure. Et c'est ça qui nous donne la foi, l'envie, la conviction d'avancer, même quand c'est difficile. Merci beaucoup Madame le maire, merci messieurs les élus d'avoir été avec nous ce matin pour cette dernière demi-journée du 95e congrès des maires de France ici, porte de Versailles à Paris. Je vous rappelle que nous serons toujours en direct cet après-midi pour suivre les discours de clôture, en particulier celui de la ministre Madame Lebranchu. Nous allons tout de suite retrouver le Sénat. Delphine Girard doit être en direct avec nous puisque au Sénat va s'ouvrir le débat budgétaire. Delphine Girard, c'est à vous, merci. Oui, merci Pierre-Henri. En effet, nous allons prendre sans plus tarder la direction de l'hémicycle du Sénat où a débuté il y a quelques instants l'examen, vous l'avez dit Pierre-Henri, du PLF, le projet de loi de finances. Ce texte qui entérine 2 promesses de campagne de François Hollande, à savoir la création d'une tranche d'imposition à 45%, mais aussi la mise en place d'une contribution exceptionnelle de 75% pour les revenus au-delà d'1 million d'euros. Alors l'avenir de ce texte est particulièrement incertain au Sénat. Il devrait s'achever par un rejet, peut-être dès le mercredi 28 novembre si la partie recette n'est pas adoptée. Tout de suite donc direction l'hémicycle pour entendre le ministre de l'économie Pierre Moscovici qui va tenter de convaincre les sénateurs de ne pas rejeter le premier budget du quinquennat de François Hollande. Bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle à la discussion du